Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'École du Futur. Au programme, aujourd'hui, on va vous proposer d'abord une nouvelle série en partenariat avec EZ France. Et au programme de ce premier épisode, on en voit tous, vous le savez, des selfies, mais est-ce qu'on le fait vraiment correctement? On va voir ça et justement, on va partir à la rencontre d'Elias, un technicien qui connaît les dangers qui peuvent se cacher en ligne et qui vient en aide à son amie Linda. On découvre ça tout de suite. Et puis, l'idée derrière la tech, c'est Benoît Grunewald qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Benoît. Bonjour. Ravi de vous retrouver. Quel va être l'objet de votre chronique aujourd'hui? Eh bien, on va parler des formations gratuites qui vont nous faire monter en cybersécurité. On voit ça dans un instant. Et puis, on va parler d'un sujet qui touche des millions de familles, des millions de jeunes chaque année, l'orientation post-bac. Parce que c'est vrai, trouver sa voie, trouver la formation qui correspond à son profil, c'est un sacré défi. De nombreux lycéens se sont d'ailleurs perdus face à la multitude de choix et manquent parfois de soutien pour faire les bonnes décisions. Alors justement, comment les y aider? On va en parler avec notre invité Wassim Benouis. Bonjour. Bonjour. Soyez bienvenue sur le plateau de l'École du Futur. Vous êtes le cofondateur de Studiava. On va en parler dans un instant ensemble, juste après le focus. C'est donc un nouveau format qu'on vous propose aujourd'hui en partenariat avec EZ France et dans le cadre de Safer Kids Online. On découvre aujourd'hui un premier épisode de cette série au sujet de la sécurité sur Internet avec deux personnages principaux, Elias et Linda, qu'on découvre tout de suite.
Allez, autre chose à présent. On va désormais plonger dans le monde de l'orientation scolaire, un moment devenu crucial pour les lycéens. Et c'est vrai, entre trouver la bonne formation, se plonger dans un métier, voilà autant de décisions qui peuvent sembler particulièrement difficiles à prendre, surtout quand on manque d'accompagnement. Mais heureusement pour eux, le numérique s'invite dans l'éducation pour simplifier tout ça. Et notamment avec notre invité tout de suite, on en parle dans la première partie du talk. Et notre invité justement en plateau aujourd'hui pour en parler, Wassim Benouis, cofondateur de Studiava. Justement pour celles et ceux qui ne connaissent pas forcément ni qui vous êtes ni ce que vous faites, est-ce que vous voulez bien nous présenter rapidement Studiava? Bonjour, merci de m'avoir invité sur ce sujet crucial. Aujourd'hui, on s'en rend compte pour les jeunes et pour les parents. Nous, avec Studiava, on a une vraie volonté, c'est d'aider les jeunes à mieux s'orienter, à mieux trouver leur voie et qu'on n'ait plus des carrières brisées ou des schémas où on a des jeunes qui se tournent vers des voies qui ne leur correspondent pas. Donc nous, pour répondre à cette grande problématique-là, avec Johan, mon associé, on a décidé de mettre notre cape de super-héros et on a développé Studiava, qui est un outil qui fait matcher le profil des lycéens avec des formations post-bac grâce à notre algorithme intelligent. Concrètement, comment ça fonctionne? C'est un peu comme une appli de rencontre, on swipe à droite, à gauche et puis derrière on trouve la bonne formation. Comment ça se passe? Nous, on aime bien dire que c'est le Tinder de l'orientation, vous me l'avez soufflé. L'idée, c'est pas de swiper ou de dire non, c'est plutôt de remplir des informations clés auxquelles on ne pense pas. D'accord. On pense ici aux soft skills, donc les compétences qui sont vraiment cachées chez le jeune et qu'il a du mal à identifier. On croise ça avec les notes donc académiques et où est-ce que le jeune se projette. Une fois que tout ça est rentré dans l'algorithme, il propose une liste de formations qui match avec son profil, classée par pourcentage. Plus le pourcentage est élevé, plus la formation est susceptible de lui correspondre. Un peu comme sur Netflix, quand on regarde un film et qu'on pouvait à l'époque les parallèles savoir sont si ça nombreux. allait nous... Oui, c'est ça. Vous parlez d'un billion d'orientations sur votre site internet en seulement 5 minutes. C'est justement la prise en considération de chacun de ces moments clés dans l'orientation d'un jeune, de toutes ces données aussi que vous prenez de sa part et qu'il va vous donner pour trouver la formation qui va pouvoir lui correspondre. C'est ces données-là aujourd'hui qui font votre richesse et votre efficacité. Aujourd'hui, quand un jeune se connecte sur Parcoursup, il a 23 000 formations qui lui sont proposées. Imaginez le désarroi du jeune qui n'a aucune idée de ce qu'il peut faire. Il ne peut pas connaître toutes les formations qui existent et c'est encore pire pour les parents. Nous, notre idée, c'est d'apporter un premier défrichage, en fait. C'est de se dire qu'au-delà des 23 000 formations, on en a une dizaine, voire une quinzaine qui sont susceptibles de te correspondre. À toi de creuser après. Et en tout cas, on a mis la lumière sur ces formations-là. Est-ce que vous pensez que l'orientation scolaire, elle devrait être repensée dès le collège, afin justement d'anticiper au maximum les choix des collégiens? Nous, notre vision avec Studiava, c'est de permettre aux jeunes, parfois même plus tôt dans le collège, de s'emparer du sujet de l'orientation. On reste réaliste, on sait que l'orientation, c'est peu sexy. Ça intéresse très peu les jeunes. Ils ont déjà la tête dans le bac. En fait, l'enjeu derrière, c'est vraiment de permettre aux jeunes de leur faire comprendre que s'ils veulent atteindre leurs rêves, c'est possible, mais il faut se donner les moyens assez tôt. Un, pour comprendre quels sont les soft skills qu'on va mettre en avant, et deux, pour croiser nos objectifs académiques pour atteindre ces objectifs. Et ça, on s'en rend compte vraiment très tard, et parfois à 23h59 sur la veille des clôtures des vœux Parcoursup. Ce qui est effectivement un peu tard quand on réfléchit à son avenir, c'est pas facile. Donc concrètement, comment ça fonctionne? Vous agrégez les informations sur les formations, les établissements supérieurs, les métiers aussi. Quelle est la source de vos données? L'UNICEP, grâce à une formidable initiative d'Open Data, on peut récupérer toutes les formations existantes aujourd'hui en France et certifiées. L'idée après est tout simplement d'organiser notre algorithme pour faire sortir des hashtags en fait, qui correspondent aux formations et les hashtags qui ressemblent chez les jeunes et après les faire matcher. C'est quoi aujourd'hui, Wassim, les principales difficultés auxquelles sont confrontés les jeunes quand il s'agit de choisir leur orientation professionnelle? Est-ce que c'est justement cet accès aux données qui est juste énormissime? Vous parliez de 23 000, c'est ça, formations sur Parcoursup. Est-ce que c'est le fait de ne pas du tout savoir ce qu'on a envie de faire quand on a entre 15 et 17 ans? Est-ce que c'est la pression parentale, la pression de la société? Qu'est-ce que vous en pensez? Il y en a plusieurs. Nous, on en identifie 3 principalement. La première, c'est l'océan Parcoursup, en fait, le nombre de formations possibles. On arrive sur la plateforme et on se dit, mais qu'est-ce qui me correspond? La deuxième, c'est la peur, en fait. Il y a une certaine peur chez les jeunes, c'est de se dire, je ne vais pas me lancer dans ce projet-là, je ne sais pas où est-ce que je vais arriver. Et on va faire ce qu'on appelle des choix de sécurité. Donc, on va aller dans des formations où on retrouve son camarade près de chez soi.
et on ne pousse pas les limites qui nous permettent d'atteindre des formations prestigieuses. Quitte à faire des choses qui ne nous plaisent pas forcément, c'est ça? Exactement. Et on s'en rend compte après en faisant une réorientation, parce qu'aujourd'hui 40% des jeunes se réorientent dès la première année post-bac. Donc c'est assez énorme. Troisième point, c'est la mobilité géographique. Moi qui viens de Marseille, même si ça ne s'entend plus trop, on s'en rend compte, on veut toujours rester pas très loin de chez nous, parce qu'on se dit que ça va engendrer des frais de partir à Paris ou dans d'autres villes. Donc ces 3 facteurs-là font qu'aujourd'hui on s'oriente très mal. Et le constat que vous avez fait aussi, c'est que l'information sur les possibilités d'orientation, sur les métiers, elle est disponible en ligne, elle est difficilement accessible, mais aussi que l'éducation, le système scolaire ne pousse pas assez les jeunes vers leur avenir, on ne les prépare pas assez selon vous? Aujourd'hui, toute l'information est disponible sur le net. Donc si on veut chercher, on trouve. La question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on cherche. Il est là le principal enjeu. L'éducation nationale a déjà beaucoup de missions, je trouve. On voit que les profs ont du mal à terminer les programmes. Donc nous, quand on va voir les profs pour les aider, ils nous disent « écoutez, c'est sympa votre initiative, mais on n'a pas le temps ». Donc l'idée, ça serait idéalement de proposer un service annexe, en tout cas sur les sujets d'orientation, pour mieux accompagner les jeunes là-dessus. Et le premier enjeu, c'est déjà de les sensibiliser. Parce que nous, quand on leur parle, au début, c'est « ok, bon, je ferai ça plus tard ». On se retrouve à la dernière minute. Que Parcoursup, ça s'anticipe. Oui, ça c'est sûr, effectivement. Comment vous voyez, Wassim, le rôle de solutions comme la vôtre qui se base sur le numérique, la tech, l'intelligence artificielle, peut-être on va en parler dans un instant, dans le paysage de l'orientation scolaire en France? Nous, notre ambition est très claire, c'est de pouvoir s'intégrer dans tous les lycées de France, en tout cas en formation, en service annexe. Donc on a notre accompagnement qui est académique et fourni par les lycées, et notre propre accompagnement qui est sur l'orientation. Ça, c'est notre ambition, avec comme objectif d'atteindre les 10 000 utilisateurs d'ici la fin d'année. Mais c'est aussi d'aller plus loin à l'avenir, de travailler sur les sujets de marque employeur et de permettre aux entreprises d'être connues auprès d'une cible qu'elle a souvent beaucoup de mal à atteindre. Donc on commence à travailler sur ces sujets. Recruter les bons talents pour la bonne entreprise. Exactement. Ou au moins, en tout cas, que le jeune puisse comprendre quelles sont aujourd'hui les grandes entreprises du CAC 40 ou autres, et qui ne débarquent pas après en difficulté, par exemple, pour sa recherche d'alternance. Oui, et puis vous avez raison, c'est peut-être en trouvant la bonne entreprise et donc le bon métier qu'il va trouver la bonne formation derrière grâce à Studiava. Bon, on va continuer à en parler dans un instant, Wassim, si vous voulez bien. D'abord, on fait un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau.
On est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invité aujourd'hui, Wassim Benouis, cofondateur de Studiava. Wassim, on va continuer à en parler dans un instant, mais d'abord on va laisser place à la chronique de Benoît Grunemwald qui a une idée derrière la tech. Benoît, on est en plein cœur du mois européen de la cybersécurité. Celui-ci vise à promouvoir les bons comportements en termes de cybersécurité, justement, et à partager ceci au plus grand nombre. Le Cybermois est aussi un mois d'action, d'événements, et c'est l'occasion de suivre des formations. Vous nous proposez aujourd'hui un zoom sur les formations gratuites pour justement monter en compétences dans le domaine. Oui, effectivement. Alors, il y a une offre qui est très large, à la fois de formation initiale, de formation continue, d'offres privées et d'offres universitaires. Mais aujourd'hui, je vous propose un zoom sur des ressources qui sont gratuites et surtout rapides pour monter en compétences. C'est parfait. Vous allez sélectionner 3 ressources gratuites, à la fois pour débuter et pour un public un peu plus averti. Oui, effectivement. Et ça a été très, très difficile parce qu'à un moment, il faut bien s'arrêter. Au début, j'en avais choisi 5 et j'ai écarté à regret, à contre-cœur, Pix et la formation de l'ANSSI, qui sont des formations qui sont très connues, d'un excellent niveau, à la fois pour les particuliers et les professionnels. Et donc, je commence plutôt par une formation qui est destinée aux collégiens et aux lycéens. Ensuite, on va voir un label sur les formations destinées à l'enseignement supérieur. Et puis, pour terminer, une formation accessible pour tous. Donc, pour commencer, voyons de OSINT Project. Alors, qu'est-ce que c'est ? Alors, OSINT Project, l'OSINT, c'est en français le roseau, c'est-à-dire des renseignements en source ouverte. Donc, dans cette expression, il y a 2 éléments qui sont importants. La première, c'est celle du renseignement, donc récupérer, en anglais, on dit de l'intelligence, et ensuite de la source ouverte. Ça veut dire que l'on s'appuie que sur ce que l'on va trouver sur les réseaux sociaux, des sites internet, des annuaires téléphoniques, bref, tout ce que nous, en tant que particulier ou entreprise, on va laisser comme vie privée sur Internet. Alors ça, l'OSINT, c'est aussi porté par le campus cyber, c'est ça ? Oui, effectivement, et c'est le projet qui a été porté par le campus cyber, l'Académie de Versailles, l'école 2600 et l'école Oteria, et ça s'appelle TOP. C'est la première plateforme OSINT destinée aux collégiens et aux étudiants, aux lycéens. Et l'objectif, c'est d'avoir des exercices qui permettent de s'entraîner pour retrouver ces fameux éléments en source ouverte. Alors par exemple, on va récolter des indices qui, à la fin, vont nous amener à un drapeau final. C'est ce que l'on appelle l'objectif final, le capture the flag, capturer l'élément que l'on recherche. Tout ça en s'appuyant sur des éléments qu'on va trouver donc en source ouverte sur Internet. Ça va développer l'esprit critique, notamment entre 12 et 18 ans. Les informations sont adaptées à ce public-là. Et ça va également accompagner l'usage d'Internet pour les plus jeunes et notamment les sensibiliser aux notions d'hygiène numérique, à savoir ce que l'on laisse derrière nous. Et puis, ça va permettre également de faire un pas vers les métiers de la cybersécurité parce qu'en pratiquant, eh bien, on va pouvoir mieux comprendre cet écosystème. Et ça peut nous donner dans la vie de tous les jours un exemple, celui d'aider Interpol. Alors il faut quand même un certain niveau. Interpol a des notices rouges ou jaunes. Ces notices concernent des personnes qui sont soit disparues, soit qui sont recherchées. Et en fait, avec ces sources ouvertes, on va essayer, pourquoi pas, de retrouver ces personnes, d'aider Interpol. Alors c'est quand même réservé à un public assez averti, parce que si vous cherchez une personne qui est recherchée par la police et que celle-ci s'aperçoit que vous êtes en train de la découvrir, eh bien, elle peut modifier son comportement et donc vous pouvez compromettre l'enquête. Bon, la deuxième formation que vous nous proposez, c'est CyberEdu, formation, ou plutôt les formations destinées à l'enseignement supérieur cette fois-ci. Exactement, et c'est un projet qui a été initié par l'ANSSI en 2013 avec un objectif clair, c'est d'introduire des notions de cybersécurité dans l'ensemble des formations au numérique. Donc d'amener vraiment une conscience cybersécurité dans tout ce qui concerne le numérique. Et l'objectif, c'est bien que chaque acteur de cette chaîne, qu'est le numérique, à la fois les développeurs, mais les administrateurs également, eh bien, se sentent concernés et impliqués par cet aspect très important qu'est la cybersécurité. Et donc CyberEdu a notamment créé un label qui s'adresse aux organismes qui délivrent des formations du supérieur dans le domaine du numérique et qui ne sont pas elles-mêmes spécialisées en cybersécurité, mais qui vont s'engager à ajouter des aspects précis sur la cybersécurité dans le numérique. Et là, combien de formations le label et quels sont les niveaux qui sont concernés ? Alors, tous les niveaux sont concernés, BTS, DUT, licence, mais également master ou ingénieur. Et aujourd'hui, il y a une centaine de formations qui sont référencées sur le site CyberEdu. Alors, pour terminer, Benoît, un acteur bien connu du monde de la cybersécurité, Cybermalveillance, propose là aussi une e-formation. Elle est intitulée Sens Cyber et vous avez souhaité nous la présenter. Oui, parce que c'est une sensibilisation qui est
est accessible à tout. Elle a été lancée en juin 2023 et au départ, elle était prévue pour les agents de la fonction publique et au final, elle a été ouverte au grand public ainsi qu'aux PME. C'est une formation qui est découpée en 3 modules. Un premier module qui permet de comprendre, on fait un tour d'horizon des menaces, on comprend les risques. Le deuxième module, lui, est intitulé Agir. Il donne des bonnes pratiques au quotidien. Et le troisième module, c'est vraiment important, c'est transmettre, parce que former, c'est bien de se former soi-même, mais il faut aussi partager, ce qui est d'ailleurs l'occasion du mois de la cybersécurité. Et ce qui est intéressant avec la formation de cybermalveillance.gouv.fr, c'est qu'à la fin, si vous avez obtenu un score minimal de 60%, eh bien vous avez également une petite attestation de suivi, un badge qui est très classe à avoir sur son CV. Ça, c'est clair qu'on peut mettre sur LinkedIn aussi. C'est parfait. Un label pour Cyberedu, une attestation pour Sans Cyber. Ces formations sont utiles pour apprendre et attester, ça c'est sûr, de ses connaissances. Est-ce que donc c'est pas juste pour faire joli sur le CV? Non, alors ça, effectivement, ça peut être intéressant pour le marché de l'emploi d'être compétents en cyber. Je pense que les recruteurs recherchent cela, quel que soit le métier d'ailleurs. Ça permet de se différencier, mais ça permet aussi de prendre conscience des dangers qui sont ceux d'Internet et de profiter au mieux du numérique, notamment avec l'OSINT. On découvre ce que l'on peut laisser, ce que l'on pourrait laisser comme trace sur les réseaux sociaux. Et là, on va prendre conscience qu'il faut parfois verrouiller un petit peu ses comptes. Et Dieu sait que c'est important et vous êtes là régulièrement pour nous en parler et nous sensibiliser. Merci infiniment, Benoît. C'est vrai ce que disait Benoît, bien sûr, et j'ai pas de doute, mais ce sujet, vous le sentez, des compétences numériques, c'est un plus aujourd'hui pour l'orientation scolaire, pour trouver un métier derrière? Alors il y a un enjeu aujourd'hui, c'est qu'on a une grande partie des métiers sur lesquels les jeunes seront dans 10-15 ans qui n'existent pas. Ça c'est le premier. Le deuxième, c'est qu'aujourd'hui forcément les métiers de la cybersécurité, de l'IA, de la machine learning, de la robotique sont très peu connus des jeunes. Ouais. Aujourd'hui, on a le métier de médecin qui est connu très vaguement, un peu ingénieur, mais c'est flou, on ne sait pas ce que c'est, pompier, policier, et voilà. Mais aujourd'hui, je crois qu'on a à peu près, les jeunes savent à peu près une dizaine de métiers sur lesquels ils peuvent s'orienter. Donc ces métiers-là, il faut absolument les déconstruire et communiquer auprès des jeunes, parce que déjà, c'est des métiers qui sont complexes en fait à comprendre, et il faut pouvoir les adapter à cette jeune cible pour pouvoir les séduire à la fin. Parce qu'aujourd'hui, on a un grand enjeu, en fait, c'est de pouvoir recruter, on en parlait tout à l'heure, sur les sujets de souveraineté, notamment. Donc, il faut qu'on ait des talents français là-dessus. Et on en manque. Et c'est exactement ce que j'allais vous dire. Merci beaucoup, Benoît. Bon, on continue de parler tout ça dans un instant. On lance tout de suite la deuxième partie du talk. Voici, est-ce que vous avez fait un stage en entreprise quand vous étiez au collège ou au lycée? Oui, deux. Est-ce que ça vous a été utile dans votre orientation? Pas vraiment. C'était un peu les stages rapides qu'on faisait pour valider notre année. On allait au commerce du coin. Ouais. Donc, c'est après que j'ai fait des stages un peu plus professionnalisants. Au moins, ça vous a permis de vous dire que c'était pas trop ce que vous vouliez faire, c'est ça? Alors, ça m'a permis d'avoir une grande réponse. C'est que moi, j'ai fait mon stage en grande distribution et j'avais compris que c'était pas un milieu qui m'intéressait, où j'étais pas stimulé. Est-ce que c'est une initiative, celle qui, depuis cette année, où tous les élèves en classe de seconde générale et technologique ont à faire un stage maintenant en juin, est-ce que c'est une initiative que vous saluez, qui ne peut qu'aider quelque part les jeunes, les lycéens, les collégiens à justement définir un petit peu plus précisément les lignes et les contours de leur orientation? C'est une initiative que je salue à moitié. C'est une superbe idée sur le principe de permettre aux jeunes de faire des stages. C'est le meilleur moyen de les confronter à la vie professionnelle. Mais quand on a des jeunes qui font ce qu'on appelle des stages kebab là-dessus, c'est là où on a une problématique. Il faudrait coupler cette initiative idéalement à des réseaux d'entreprises où le jeune pourrait choisir en fait, les entreprises qui sont susceptibles de les intéresser, ou en tout cas les entreprises qu'il voudrait découvrir. Vous mentionnez régulièrement dans vos communications les lycéens des quartiers prioritaires. Pourquoi c'est important à vos yeux de cibler prioritairement ces jeunes? Alors on fait un focus, c'est vrai, sur les jeunes des quartiers prioritaires de la ville, mais aussi sur les jeunes des territoires ruraux et les jeunes des territoires d'outre-mer. C'est un super point qui est très important pour nous, parce qu'aujourd'hui, c'est des jeunes qui sont beaucoup moins aidés sur les sujets d'orientation, même si l'orientation touche tout le monde. C'est des jeunes qui n'ont pas la chance d'avoir très souvent des parents qui ont fait les grandes écoles et qui n'ont pas le schéma d'orientation et de fonctionnement de l'éducation nationale
connues sur la pointe des doigts. Donc, comment vous les accompagnez justement très concrètement ? On passe concrètement par les collectivités engagées sur ces sujets-là, qui nous achètent en fait des licences directement pour pouvoir toucher ces jeunes bénéficiaires. Ce sont des jeunes, pardon, je ne veux pas vous couper, mais qui sont peut-être un peu plus affectés aujourd'hui, touchés par un phénomène d'autocensure dont on peut parler parfois à l'approche des grandes échéances de Parcoursup, qui est aussi un obstacle, et il faut le dire, récurrent dans leur orientation. Est-ce que ça, vous le voyez encore plus chez ces jeunes ? Je le vois énormément chez ces jeunes, parce que moi-même je l'ai vécu. Moi, je suis ingénieur de formation, mais ça s'est passé un peu à un fil. C'était une rencontre sur un moment hyper fortuit où on s'est dit que voilà, il fallait que je devienne ingénieur. D'accord. Et en dernier moment, j'ai rattrapé le fil. Ces jeunes n'ont pas la chance d'avoir ces rencontres dans leur entourage, et forcément, les opportunités se créent moins. Donc forcément, il y a un grand enjeu aujourd'hui sur ces jeunes bénéficiaires-là pour casser ces barrières d'autocensure, soit sur les métiers ambitieux, mais aussi pour les jeunes filles qui se disent que les métiers scientifiques ce ne sont pas faits pour elles. Et derrière, c'est un mensonge en fait. Donc il faut pouvoir redonner confiance sur ces sujets. Ça passe aussi, Benoît, par la présentation de rôle modèle. Vous nous en avez parlé dans votre chronique, vous intervenez très prochainement dans un collège. Est-ce que ces collèges et lycées des quartiers prioritaires, ces jeunes filles aussi, c'est un public auquel vous souhaitez particulièrement parler ? Oui, complètement. Il faut réduire la fracture sociale, la fracture numérique, et pouvoir s'adresser à tous et leur donner des chances équitables. C'est un sujet qui nous concerne extrêmement. Ouais. Qui nous concerne tous. Est-ce que vous travaillez avec des écoles partenaires ? Comment ça fonctionne tout ça ? Alors nous, on travaille avec donc forcément des collectivités qui déploient après les licences dans les lycées ou dans les médiathèques. D'accord. Donc pour toucher directement les lycéens. On a des écoles en fait qui aujourd'hui utilisent l'outil pour avoir un meilleur référencement, forcément. Bien sûr, ne lisant pas l'algorithme. Mais c'est vraiment les collectivités qui sont au cœur de ce sujet-là. Je fais aussi peut-être un petit focus, parce qu'on a parlé des filles qui s'autocensurent et des jeunes qui s'autocensurent sur les métiers un peu ambitieux. Mais il y a aussi le sujet de l'entrepreneuriat qui devient de plus en plus croissant aujourd'hui avec la French Tech. Et on a des jeunes qui ont cette mentalité-là nouvelle en fait, d'être entrepreneurs très tôt. Ouais. Nous, on a eu la chance d'être accompagnés par Diversity Days pour nous aider sur ces sujets-là, qui fait un travail formidable là-dessus. Mais l'avenir sera aussi là-dessus, sur comment on fait matcher le profil des lycéens avec des potentielles idées de start-up. Parce que c'est un nouveau métier, ça aussi, l'entrepreneuriat. J'allais vous poser la question de quels sont les métiers aujourd'hui qui intéressent sur votre application ces jeunes, avec quoi et quelle formation ils matchent. De plus en plus veulent devenir entrepreneurs. Quand on parle à un jeune, c'est qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Moi, je veux faire de l'argent. Et comment ? Moi, je veux créer ma boîte. C'est pas une notion... Donc, eux, ils vous parlent d'une notion d'argent plus que de liberté ou pas d'envie d'être salarié, d'être en CDI, de faire les 35 heures. Je pense que c'est une idée couplée. On a commencé à se rentrer dans la tête de par l'économie qui devient de plus en plus dynamique sur ces sujets entrepreneuriaux, mais aussi un peu les séries et autres. On se dit que le salariat, c'est pas sexy. Et en fait, quand on se dit qu'on peut croiser les deux, ça veut dire de la liberté et de l'argent, on a envie de le faire. Après, sur le terrain et concrètement, c'est plus compliqué. Et vous le vivez au quotidien. Ouais. C'est ça. Mais en tout cas, vous n'êtes pas trompé visiblement sur votre orientation. Maintenant, vous, c'est quelque chose qui vous plaît et que vous recommandez aux jeunes. Exactement. Alors, est-ce que je ne me suis pas trompé ? Oui, mais j'aurais peut-être aimé avoir toutes les clés au début pour gagner du temps. Et ces clés, vous les donnez aux jeunes. Dernière question, quel regard vous portez aujourd'hui sur le secteur EdTech, vous qui le découvrez, après ça fait quelques années que vous travaillez sur Studiava, mais vous êtes lancé l'année dernière. Quel regard vous portez sur le secteur ? Secteur très difficile, très honnêtement. En fait, c'est un secteur où la difficulté est dans la vocation elle-même, parce qu'on veut faire un impact en fait, pour les jeunes ou pour d'autres bénéficiaires, et on veut faire du chiffre d'affaires, parce que notre objectif, c'est d'être une entreprise. Il faut vivre quand même. Il faut arriver à croiser les deux, joindre l'utile à l'agréable, et la difficulté est ici. Merci infiniment. En tout cas, Wassim Benouis, cofondateur de Studiava, d'être venu nous présenter cette solution et de parler plus largement de comment la tech, justement, révolutionne ce secteur de l'orientation scolaire. Et on a besoin d'en parler. Donc, merci d'être venu nous en parler sur le plateau de l'École du Futur. Merci aussi à vous, Benoît, d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis, vous le savez, on se retrouve comme tous les jours dès 12h30 et dès demain, toujours sur School TV. Bonne journée.